Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir La Machination, un film radiophonique de Henri Kubnik. Déjà. Germaine, dormir encore un peu. Tu m'appelleras dans 10 minutes. Maurice. Oui. Mon chéri, il est tard. Il est à peine 6 heures. Oh, il est presque 8 heures. Quoi? Le réveil vient seulement de sonner. Je l'ai retardé pour que tu puisses te reposer un peu plus. Mais il fallait pas. Je dois aller ouvrir le magasin. Mon chéri, tu sais à quelle heure tu es rentré? Oui, juste un peu après minuit, comme je t'avais dit. Il était plus de 3 heures du matin. Oh, c'est pas possible. Ça se termine jamais si tard. Ah, en effet. C'est la première fois que tu rentres à une heure pareille. Je ne comprends pas. Je ne me souviens de rien. Oh, chéri, dans l'état où tu étais. Vraiment? Il a fallu que je te déshabille, que je te mette au lit. Non. Alors... Mais alors je t'ai réveillé? Bien sûr. Je suis désolé. Je ne voulais pas... Mais je t'ai rien dit. Ça avait l'air de te faire tellement plaisir. Mais t'aurais pas dû aller à ce dîner. Tu as raison. Oh, pourtant, une fois par an... Tu vois comme ça te réussit? Puis t'en fais boire, tu t'es laissé entraîner. Ah non, non. Je te jure, Germaine, j'ai fait très attention. Tu sais qu'il te suffit d'un rien. C'est tout de même insensé. Je vois très bien le début du repas. Oh, je pourrais te dire exactement qui il y avait devant moi, à ma droite, à ma gauche, ce qu'il y avait comme hors d'œuvre. Puis brusquement, plus rien. Le trou noir. Comment te sens-tu? Ça va. Seulement la tête un peu lourde. Veux-tu un cachet? Ah non, non, non. Tu sais bien que je ne supporte pas les cachets. Ah, pourtant si. Il y a une chose dont je me souviens. Je suis arrivé devant la maison avec la voiture, j'ai ouvert la porte du garage et je suis entré sans rien accrocher. Ce qui prouve que j'étais pas complètement... Ah oui, en tout cas, mon chéri, tu n'as pas réussi à monter tout seul jusqu'à ta chambre. Si tu n'étais pas allé te chercher, tu aurais dormi dans le couloir. Oh. Germaine, je te demande pardon. Je t'assure... Sur le moment, j'ai même été très inquiète. J'ai failli appeler le docteur. Mais c'est invraisemblable. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je t'assure, il n'y avait aucune raison. Ah, n'y pensons plus, mon chéri. Ah, habille-toi. À moins que tu te sentes pas assez bien pour aller au magasin. Tu pourrais ne l'ouvrir que cet après-midi. Pas question, j'attends une livraison ce matin. Faut que j'y aille. Je suis tout à fait d'attaque. Bien vrai? Ouais, oui. Puis je te promets qu'on ne m'y reprendra plus. Hein. Tiens, pour commencer, je n'irai plus jamais à sous le banquet des anciens élèves.
Bon, c'était amusant de se retrouver tous les ans, mais tant pis. Hein. Non, écoute, c'est vraiment trop stupide. Oh non, chérie, ne t'énerve pas. Pour l'instant, l'essentiel, c'est que ça t'ait pas donné encore une crise de foie. Tiens, en partant, hier, tu avais ton imperméable. Tu as dû l'oublier au restaurant? À moins qu'il soit resté dans la voiture. Ah, je vais voir pendant que tu t'habilles. Et je te prépare ton petit déjeuner. C'est vrai. J'ai la tête drôlement lourde. Et les jambes en coton. 3 heures du matin. J'aurais jamais cru. Couché, ça allait encore, mais debout. Va falloir que je prenne tout de même un cachet. Maurice! Qu'est-ce que c'est? Maurice! Mais qu'est-ce qu'il y a, Germaine, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Maurice, c'est horrible. Quoi donc? Dans ta voiture, Eh ben quoi, dans ma voiture? il y a un homme. Un homme? Et il est mort. Qu'est-ce que tu racontes? Oui. Il est mort. Je ne comprends pas. C'est épouvantable. Je ne comprends pas du tout. Mais comment est-ce possible? Je sens que je deviens fou. Voyons, mon chéri, tu te souviens de rien? Mais non. Mais comment cet homme est-il venu dans ma voiture? Je suis sûr que tu ne le connais pas. Absolument. C'est pas un de ceux qui était avec toi à ce dîner? Non, je te dis. C'est la première fois que je le vois. Oh, mon chéri, essaie de te rappeler. Rien. C'est à se casser la tête contre les murs. C'est peut-être quelqu'un qui était blessé, qui a voulu le reconduire et il est mort en route. J'ai reconduit personne. Mais mon chéri, puisque tu te souviens de rien. En tout cas, je suis certain de n'avoir jamais vu cet homme. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut avertir la police tout de suite. Tu crois? Il n'y a pas d'autre solution. Oh mon Dieu, quelle histoire épouvantable. La police, c'est quel numéro déjà? Attends, Maurice. Avant d'appeler, qu'est-ce que tu vas leur dire? Tout simplement comment nous l'avons trouvé. Mais ils te croiront pas. Pourquoi? Ça leur paraîtra invraisemblable. Ils te demanderont des explications. Qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu veux que j'explique? Je ne sais rien. Ils vont t'accuser de l'avoir tué. Oui. Après tout, qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas vrai? Quoi? Puisque je ne me souviens de rien. Je peux avoir eu une discussion dans la rue avec cet homme. Je me suis énervé, je l'ai bousculé. Ça te ressemble si peu. Oui, mais dans l'état où j'étais, tout est possible. Je l'ai poussé, il est tombé sur la tête, ce qui explique sa blessure au crâne. Je l'ai ramassé et sans savoir ce que je faisais, je l'ai mis dans ma voiture. Tu vois, tout cela est logique. Oh, c'est toi qui le dis. En tout cas, je dois avertir la police. Quelqu'un a pu le mettre dans ta voiture sans que tu t'en aperçoives. Oh, tout de même. Il est allongé sur la banquette arrière. De ta place, tu pouvais pas le voir. Tu imagines? J'avais laissé ma voiture devant le restaurant en pleine lumière et je ferme toujours les portières. Bah alors on a pu apporter le corps ici, dans le garage, après ton retour, le mettre exprès dans ta voiture. Le garage est fermé de l'intérieur. Je l'ai vérifié à l'instant. Après avoir rangé ma voiture, j'ai dû tirer le verrou machinalement, comme je fais d'habitude. Personne n'a pu entrer après moi. Non. Plus j'y pense, plus je suis persuadé que c'est moi qui l'ai tué. Peut-être accidentellement. Dans ce cas, j'aurais droit aux circonstances atténuantes. Voilà comme tu es. Quoi qu'il arrive, tu n'essaies même pas de te défendre. Tu te déclares battu d'avance. Mais non, Germaine, je suis simplement lucide. Et dans les circonstances présentes, il me paraît malheureusement évident. Justement, tout est trop évident. Je trouve ça suspect. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'arrive pas à croire que tu puisses être responsable de la mort d'un homme. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une machination. Une machination? Oui. Des gens qui te connaissent, qui savent combien tu es honnête, scrupuleux, se sont servis de toi. Ils t'ont fait boire, ils se sont arrangés pour mettre dans ta voiture ce
ce cadavre dont il voulait se débarrasser, il savait que tu te laisserais accuser sans protester. Si j'ai commis une faute, j'estime que je mérite un châtiment. Mais si je suis innocent... Réfléchis un peu. Si tu appelles la police, on va immédiatement t'arrêter. Si je suis coupable... Il suffira qu'on te croie coupable. Et comme avec ton honnêteté maladive, tu ne pourras pas t'empêcher de t'accuser toi-même... Je ne supporterai pas, si je suis coupable, que quelqu'un d'autre soit accusé à ma place. Mon chéri, pour l'instant, personne n'est accusé. Mais si la police vient ici, toutes les preuves sont contre toi. Et tel que je te connais, tu en rajouteras. Oh là, Germaine, tu exagères. Oh, mon chéri, à force d'être sincère et loyal, tu es souvent inconscient. On te mettra en prison, on faudra fermer le magasin, nous serons ruinés. Et même si on te relâche au bout de quelques semaines, après avoir reconnu ton innocence, pour les gens du quartier, tu seras toujours coupable. Coupable de t'être laissé arrêter. Et toi, comme moi, nous serons définitivement déshonorés. Alors, à ton avis, qu'est-ce que je devrais faire? Ne rien dire à la police. Et t'arranger pour faire disparaître le corps. Ce serait malhonnête. Pas plus malhonnête que ce que les autres t'ont fait. Qu'est-ce qui te prouve qu'ils ont fait cela? Maurice, je te le répète, tu es incapable de commettre un crime. Et puis depuis quelque temps, je sentais qu'il y avait quelque chose. Quoi donc? Quelque chose d'anormal autour de nous, comme une menace. Je peux pas te dire exactement, mais on nous voulait du mal. C'est une intuition, mais en général, mes intuitions ne me trompent pas. Maurice, crois-moi, faut faire disparaître ce corps. Mais comment? Maintenant, en plein jour, il n'en est pas question. Tu laisses la voiture au garage. La nuit prochaine, tu la sors tranquillement et tu vas jeter le corps dans la Seine, du côté de Poissy. Et si je me fais prendre? Tu peux pas te faire prendre si tu fais attention. Germaine, mais tu parles de tout ça avec un calme, comme si... Comme si quoi? Comme si c'était pas terrible de découvrir un cadavre dans sa voiture. Mais si, mon chéri, c'est terrible. Je suis aussi bouleversée que toi. Mais c'est encore plus terrible d'être accusé d'un crime qu'on n'a pas commis. Et surtout d'être volontairement la victime d'une machination sordide. Tu ne crois pas que, s'il y a une machination, comme tu dis, la police saura la découvrir? Peut-être. Mais jusqu'à ce qu'elle l'ait découverte, tu seras en prison. Et je veux pas que tu ailles en prison. Tu comprends, Maurice? Bien, ma chérie. Je ferai comme tu voudras. Mais Ah, tu verras. Ça sera beaucoup mieux. Voilà, monsieur le commissaire. C'est tout ce que je sais. Évidemment, supérieur. Votre prénom? Maurice, monsieur le commissaire. Monsieur Maurice Perrier, c'est assez peu de choses. Il y a une victime. Il y a donc eu crime. Le médecin légiste nous le dira. Mais comment ce corps s'est-il trouvé dans votre voiture? C'est là le mystère, monsieur le commissaire. J'en sais rien. Enfin, je ne me souviens de rien. Surtout, il ne faut pas que ma femme sache que je vous ai parlé. Pourquoi? Elle m'avait fait promettre de ne pas avertir la police. Tiens. Oh, c'était pas dans une mauvaise intention. Elle pensait simplement à ce qu'on dirait dans le quartier si on venait faire une enquête et m'arrêter. Parce que vous pensez que je vais vous arrêter? Ah non, c'était surtout elle qui le craignait. Ah. Moi, je ne sais pas. C'est à vous de décider, monsieur le commissaire. De toute façon, vous avez bien fait de ne pas écouter votre femme. N'est-ce pas, monsieur le commissaire? Tôt ou tard, vous auriez fini par savoir. Et puis la victime a certainement de la famille, des amis qui vont signaler sa disparition. Vaut mieux dire la vérité tout de suite. C'est la sagesse, monsieur Perrier. Si je suis responsable de la mort de cet homme, on me tiendra compte de ma bonne volonté. Parce que vous pensiez être responsable? Peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Je vous l'ai dit, je ne me souviens de rien. Pour être franc, dans le fond de moi-même, je ne me sens pas très tranquille. C'est un curieux personnage, monsieur Perrier. Moi, monsieur le commissaire? À votre place, un autre aurait commencé par nier avec indignation, et il protesterait de son innocence. Vous auriez plutôt tendance à vous accuser. Oh, pas du tout, mais je suis incapable de mentir. Ou bien c'est en effet de la parfaite innocence, ou bien c'est de la très grande habileté. Monsieur le commissaire,
Je suis un honnête homme. Je n'en doute pas, monsieur Perrière. Merci. Je vous demande pardon. Vous allez interroger ma femme? Sans doute, oui. Elle va certainement vous demander... C'est moi qui l'interrogerai. Oh, je la connais. Elle est très fine, très diplomate. C'est elle, sans en avoir l'air, qui vous interrogera d'abord. Je connais mon métier. Non, certainement, monsieur le commissaire, mais je préfère vous prévenir. Elle voudra savoir qui vous a averti. Dites-lui que vous avez reçu plusieurs coups de téléphone anonymes. Si elle savait, elle ne me le pardonnerait pas. Elle est si vindicative. Oh non. Au contraire, elle est très douce, très indulgente, mais... je lui avais juré. Non, soyez tranquille. Je ne lui dirai rien. Merci, monsieur le commissaire. Voyons. Voilà, ce dîner des anciens élèves de notre lycée a donc eu lieu au restaurant Chez Marcel, à la République. Oui, monsieur le commissaire. Ah. À quelle heure s'est-il terminé? Je ne sais pas, je ne sais plus. Bon, nous le saurons en interrogeant quelques-uns de ceux qui y assistaient. Monsieur le commissaire, ne leur dites pas ce qui est arrivé. Je ne voudrais pas qu'ils sachent... Enfin, qu'ils sachent le plus tard possible. Alors, calmez-vous, monsieur Perrière. Vous comprenez, monsieur le commissaire, ils m'ont toujours considéré comme un parfait honnête homme. Ils se moquaient même gentiment de moi. J'étais l'honnête Perrière. Perrière le pur, ou Pépé, ou encore le Saint-Just de la bonneterie. Parce que je possède un magasin de bonneterie. Oui, je sais. Alors, si brusquement ils apprennent que je suis un criminel... Soyez tranquille, je ferai de mon mieux. Merci, monsieur le commissaire. Les autres années, à quelle heure se terminait habituellement le dîner? Vers minuit. Bon, il s'agit donc de reconstituer votre emploi du temps entre minuit environ et 3 heures du matin. Vous n'avez aucune idée? Je suppose que j'ai continué de boire, ou bien seul, ou bien avec des camarades, mais je ne sais pas où. Ça ne m'était jamais arrivé, je ne me suis pas méfié, j'ai perdu tout contrôle. C'est alors que j'ai dû rencontrer cet homme, je me suis peut-être disputé avec lui, à moins que je l'ai renversé avec ma voiture. Ah oui, c'est peut-être ça. Je me suis affolé, je l'ai ramassé, puis je suis reparti à toute vitesse. Vous vous souvenez d'avoir fait tout ça? Ah non, j'essaie d'imaginer, de reconstituer. Ouais, la victime pèse plus de 80 kilos. Vous n'êtes pas très robuste, monsieur Perrier. Oui, mais enfin, dans certaines circonstances... Quel costume portiez-vous? Celui-ci. Il est à peine chiffonné. Il n'y a pas la moindre trace de poussière ou de sang. Rien. Quand je suis parti de la maison, hier soir, j'avais mis mon imperméable. Où est-il? Dans la voiture. C'est l'imperméable qui entourait le mort? Oui. Oui? Oui. Bien. Rien d'autre pour le moment? Bon, vous me tenez au courant, hein? Merci. Monsieur Perrière, le médecin légiste est formel. Il s'agit bien d'un crime. Alors, Lucas, du nouveau? Oui, j'ai le complément du rapport du médecin légiste. La mort remonte à 2 heures du matin environ. Elle a été provoquée par un enfoncement du crâne. Et dans le garage, à côté de la voiture où était la victime, j'ai trouvé un marteau. Genre marteau de forge qui pèse un bon kilo. Et dont les dimensions correspondent exactement à celles de la plaie. Il y a des traces de sang? Oh non, pas à première vue. Mais il a pu être nettoyé. Il y avait seulement des empreintes sur le manche. De qui? De Perrière et de sa femme. La victime est identifiée? Pas encore. On continue la recherche et on essaye de reconstituer l'emploi du temps de Perrière. Vous avez pu interroger ses camarades? Oui. Il les a quittés un peu avant minuit. Dès la fin du dîner, sans s'attarder à bavarder avec eux, il était un peu éméché, puis il avait hâte de rentrer chez lui. Il leur a dit que sa femme ne lui avait donné que la permission de minuit. Avec un peu de chance, on devrait retrouver sa trace entre la République et Champéret, en passant peut-être par Montmartre. Prady et son équipe sont en train d'éplucher les bistrots de nuit. De votre côté, interrogez un peu les voisins, discrètement. Bon. Et envoyez-moi Madame Perrière. Oui, monsieur le commissaire.
Madame, s'il vous plaît. Vous m'avez fait d'appeler, monsieur le commissaire? Madame Perrière, asseyez-vous. Merci. Madame Perrière, j'avais quelques petites précisions à vous demander. Monsieur le commissaire, me permettez-vous de vous poser une question? Madame, c'est moi qui interroge. Monsieur le commissaire. Bon, et posez votre question. C'est mon mari qui vous a prévenu, n'est-ce pas? Madame, la police a de nombreuses sources d'informations et elle n'a pas l'habitude de les révéler. Je suis sûre que c'est lui. Il n'a pas pu résister. Il est extrêmement nerveux. Cette découverte l'a bouleversé, comme elle m'a bouleversé moi-même. Et il a dû vous dire un peu n'importe quoi, alors que j'avais l'intention de me rendre moi-même à la police et d'expliquer les choses calmement. Mais vous allez pouvoir le faire, madame. Je suis ici pour vous écouter. Maurice, enfin, mon mari, est un homme d'une honnêteté irréprochable, d'une bonté, d'une gentillesse. Mais il est timide, impressionnable. Il a, comment vous dire, une tendance un peu morbide à jouer perpétuellement à la victime. Oui, alors dans le cas présent, il semble que la victime... Je veux dire victime de la fatalité. Bon. Mais il est persuadé que le sort s'acharne sur lui. Ainsi, aujourd'hui, il pense que, par un malheureux concours de circonstances, il a été amené à tuer un homme. Mais les apparences sont assez contre lui pour qu'il soit officiellement soupçonné, peut-être même accusé. Il éprouve une sorte de satisfaction désespérée à se considérer à la fois comme un criminel malgré lui et comme la victime d'une erreur judiciaire. Il se complaît dans cet état, oui, sans se rendre compte qu'il m'entraîne avec lui dans une aventure absurde. Il est totalement inconscient. C'est un malade. Enfin, naturellement, vous le croyez innocent. Monsieur le commissaire, vous avez vu mon mari? C'est un être doux, candide, attendrissant à force d'être inoffensif, incapable d'assommer un homme. Mais comment savez-vous que la victime a été assommée? Mais je suppose. J'ai vu la blessure au crâne. Bon. Mais pourquoi votre mari s'accuse-t-il avec tant d'obstination? Monsieur le commissaire, vous avez dû en voir souvent de ces gens plus ou moins traumatisés qui se disent responsables de tous les crimes dont on parle dans les journaux ou à la radio. Je crains que mon mari n'appartienne à cette catégorie. Mais madame, l'enquête que nous sommes en train de faire nous permettra sans doute de découvrir la vérité. Surtout, ne croyez pas ce qu'il vous dit. Et au contraire, monsieur le commissaire, soyez gentil de le raisonner. Craignez rien, madame. Le corps a pu être mis dans la voiture à l'insu de mon mari. Oh, tout est possible. Voyons, madame. Hier soir, vous êtes resté seul chez vous? Oui, mais j'ai regardé la télévision. Et puis j'ai lu. Jusqu'à quelle heure? Oh, 7 heures. Minuit et demi, 1 heure du matin. J'attendais mon mari, je pensais qu'il allait pas tarder. Vous n'avez entendu aucun bruit suspect dans la maison? Non, Vous n'avez reçu aucune visite? non. Vous ne semblez pas très sûr. Non, non, j'ai aucune visite. Je me demande seulement pourquoi toutes ces questions. Donc, avant le retour de votre mari, il n'y avait personne en dehors de vous dans cette maison? Non, personne. Ni dans le garage? Non plus. Et après le retour de votre mari, vous n'avez rien entendu? Mais non, rien. Dans le garage, on a trouvé un marteau de forge qui aurait pu être éventuellement l'arme du crime. Un marteau assez lourd? Oui? Je ne savais pas que c'était un marteau de forge. C'est exact, nous avons un gros marteau. Mon mari s'en sert pour fendre du bois. Vous n'avez rien d'autre à me dire? Non, monsieur le commissaire. Maurice, mon chéri, c'est toi qui as averti la police? Non, ma chérie. Pourquoi me mens-tu? Germaine, je te jure. Je le sais. Mais pas du tout. Est-ce que tu peux être obstiné, mon chéri? C'est le commissaire lui-même qui me l'a dit. C'est pas vrai. Ah, je n'inventerai pas une chose pareille. Mais il m'avait pourtant promis... Tu vois comme tu es. Tu m'avais pourtant juré. Je te demande pardon, mais je ne pouvais pas... Et ce commissaire qui m'avait promis de ne rien te dire... Il ne m'a rien dit. C'est toi-même qui t'es coupé. Germaine, tu es machiavélique. Et toi, il a fallu une fois de plus que tu en fasses à ta tête. Alors que tout pouvait si facilement s'arranger. Mais non, Germaine. Tu faisais comme je t'avais dit, on retrouvait le corps dans la Seine, ni vu ni connu. La police n'avait aucune raison de venir chez nous, tandis que maintenant... Oh, ne crois pas ça.
Avec la chance que j'ai, je suis sûr qu'on aurait tout de même fini par me soupçonner. Et si on m'avait interrogé, j'aurais tout dit. Tu me connais, Cette manie de parler à tort et à travers. Tu as vu encore à l'instant, je suis incapable de mentir. Mon pauvre chéri, tu seras donc incorrigible avec ton honnêteté, hein? Et maintenant, si on t'arrête? C'est que je l'aurais mérité. Moi, est-ce que je l'ai mérité? Je te demande pardon, ma chérie. Monsieur le commissaire, le mort est identifié. Il était fiché chez nous? Oui, et c'est pas tout. Encore une nouvelle, on a retrouvé son portefeuille. Où ça? Dans un caniveau près de la porte d'Orléans. Bon, qui est-ce? Un nommé Gaston Hurel, plusieurs fois condamné pour vol, escroquerie et autres bagatelles. Interdit de séjour. Oui. Il habitait un meublé à la porte des Lilas, où il était inscrit sous un faux nom. Bernard Vallier. On a visité chez lui? Oui, Trublin y est allé, il a tout fouillé. Rien trouvé de spécial? Non, rien. Aucune lettre, aucun papier indiquant qu'il était en relation avec Maurice Perrier? Non, non, monsieur le commissaire, rien. Excusez-moi, monsieur Perrier, c'est encore moi. Oh, vous venez m'arrêter, monsieur le commissaire. Vous êtes bien impatient. Vous permettez? Ah, mais je vous en prie. Entrez, monsieur le commissaire. Vous êtes seul? Oui, ma femme est allée faire son marché. Toujours nerveux, hein? Inquiet, monsieur Perrier. Monsieur le commissaire, cette attente, cet état d'incertitude me ronge. Enfin, j'ai besoin de savoir si, oui ou non, je suis un assassin. Tant que je ne vous arrête pas. C'est que tout va bien pour vous, non? Ben non, ça ne va pas du tout. Plus j'y pense, plus je suis malheureusement convaincu. Bon, les convictions sont les ennemis de la vérité. Plus dangereuses que l'erreur. Oui, c'est Nietzsche qui l'a dit. Oui, mais pourtant, monsieur le commissaire, plus j'y pense... Monsieur Perrier, plus on pense, plus on réfléchit. Et plus on réfléchit, moins on est certain d'avoir raison. C'est ce qui fait la richesse de la philosophie. Vous ne croyez donc pas que j'ai tué cet homme? Mais je ne demande qu'à le croire. Eh oui, j'ai besoin d'en être persuadé. Pour le moment, vous ne vous souvenez de rien, et moi je ne sais rien. Ou enfin, pas grand-chose. Avouez que nous évoluons sur un terrain très vague. Connaissez-vous un nommé Gaston Hurel? Hurel? H-U-R-E-L. Hurel. Né en 1925 à Rouen. Gaston Hurel. Non, ça ne me dit rien. Et Bernard Vallier, soi-disant représentant de commerce, habite en Porte des Lilas. Je ne vois pas non plus. C'est la victime. Ah. Oui. Gaston Hurel, son vrai nom. Bernard Vallier, le nom d'emprunt sous lequel il se cachait. Je ne connais pas. Ce Gaston Hurel, dit Bernard Vallier, était un individu peu recommandable. Sa mort n'est pas une grande perte pour la société. Si vous en êtes responsable, la justice n'ira sans doute pas jusqu'à vous féliciter, mais elle ne sera pas trop sévère. Voyons, à votre avis, comment auriez-vous pu tuer ce Gaston Hurel? Je crois que j'ai eu une explication. Ah oui? Cet homme a dû monter dans ma voiture, soit au départ, soit en profitant d'un feu rouge. Il aurait fait du stop en quelque sorte, c'est ça? Ah oui, plus ou moins. Et il se serait installé sur la banquette arrière. Ah oui, parce que là, même si je ne voulais pas, je ne pouvais pas l'empêcher de monter. Mais c'est possible. Et puis? Si c'est l'individu que vous dites, il a essayé de m'attaquer, je me suis défendu et je l'ai assommé d'un coup de marteau. Oui, parce que lorsque vous vous promenez dans Paris, vous avez toujours votre marteau de force sous la main. Hier matin, avant de partir, je m'en suis servi pour redresser mon pare-choc qui était un peu tordu. J'ai dû le poser par mégarde dans la voiture. Et vous l'avez remis dans le garage en rentrant? Sans doute, oui. Tout ça est assez logique. Seulement Gaston Hurel a été frappé par derrière et vous étiez assis à l'avant. Tandis que lui... Mais il a pu se pencher sur moi Et puis son portefeuille a été retrouvé près de la porte d'Orléans. Comment expliquez-vous que cet homme ait pu perdre son portefeuille, porte d'Orléans,
pendant que vous étiez à l'autre bout de Paris, à Montmartre, rue Caulaincourt. Rue Caulaincourt? Oui, en quittant le restaurant Place de la République, vous avez dû aller directement rue Caulaincourt, où l'on vous a vu un peu avant 1h du matin, oui, au cabaret L'Étoile d'Or. Vous étiez très gai. Vous avez assisté au spectacle, vous avez beaucoup bu, ce qui vous a rendu encore plus gai. Puis vous en êtes parti vers 2h30, complètement ivre, pour rentrer chez vous. Eh bien, vous en savez plus que moi. Or, à 2h30, Gaston Hurel était déjà mort. Il semble difficile que vous ayez pu le tuer. Mais alors, comment est-il venu dans ma voiture? Ou bien, on l'y a déposé pendant que vous étiez au cabaret, ou bien... Ou bien? Il se trouvait dans votre garage. Et on l'a mis dans la voiture après votre retour. Impossible. La porte du garage était fermée à clé de l'extérieur. Vous en êtes sûr? Ah, c'est la seule chose dont je me souvienne. J'ai eu assez de mal à trouver la bonne clé et le trou de la serrure. J'ai pensé que je n'y arriverais jamais, ça m'a presque dégrisé. Et puis, à l'intérieur, avec la chaleur, j'ai de nouveau sombré. Mais j'ai eu la présence d'esprit de tirer le verrou. Donc, ni avant ni après, personne n'a pu entrer dans le garage. Ben, nous allons vérifier ça. Et puis, rappelez-vous, monsieur le commissaire, le corps était enveloppé dans mon imperméable. En effet. Je pourrais très bien avoir rencontré cet homme juste en sortant du cabaret. Il essayait peut-être de me voler ma voiture. Ça m'a énervé. Mais comment expliquez-vous que son portefeuille soit allé à la porte d'Orléans tout seul, comme ça? Mais il a dû le perdre avant. Ah non, 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 monsieur le commissaire. Vous êtes très gentil avec moi, mais je crois que, malgré tout, je reste le suspect numéro 1. Ça m'ennuie. Pourquoi? C'est la solution facile. Et je n'aime pas ce qui est trop facile. Vous avez encore besoin de moi, monsieur le commissaire? Oui, madame, quelques instants. Madame Perrière, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous aviez reçu une visite hier soir? Mais monsieur le commissaire, je n'ai reçu personne. Votre visiteur ne serait sans doute pas content de savoir que vous l'avez oublié si vite. C'est un homme assez grand, assez fort. Tout le contraire de votre mari. Il est venu chez vous un peu avant 11h du soir. Et ce n'est pas monsieur Perrière qui a pu me le dire, puisqu'à cette heure-là, il était à son banquet à l'autre bout de Paris. Vous voyez que la police est bien renseignée. Cet homme était-il encore là quand votre mari est entré? Non. Il était parti depuis longtemps. À quelle heure est-il parti? À minuit. Oui. Oui, cela correspond bien avec nos renseignements. Mais pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé? Monsieur le commissaire, cette visite n'a rien à voir. Toujours d'après nos renseignements, ce même personnage viendrait assez régulièrement chez vous. Oh, régulièrement, non. Non, seulement quand votre mari n'est pas là. Oui, je comprends. Ça a dû faire marcher les mauvaises langues du quartier. Une femme élégante est toujours enviée et surveillée. Et est-il indiscret de vous demander qui était ce visiteur? Oh, pas du tout. C'est un cousin, presque un frère. Nous avons été élevés ensemble. Mon mari n'a pas en grande sympathie, c'est pourquoi il ne vient me voir que lorsque je suis seule. Et quelle est la raison de ce manque de sympathie de votre mari? À un moment, il y a longtemps de ça, avant que je rencontre mon mari, j'ai failli épouser ce cousin. Ce sont mes parents qui n'ont pas voulu. Mon mari est persuadé qu'il y a toujours quelque chose entre nous, ce qui est faux. Je crois qu'il est un peu jaloux. Que fait ce cousin? Il est transporteur. Bon, son nom, son adresse. Albert Fartin, rue Voltaire, à Asnières. Asnières. Autant que possible, j'aimerais que mon mari ne sache pas que je l'ai reçu à la maison. Je comprends. Je ne l'ai jamais dit à mon mari. Et je ne veux pas qu'il puisse croire que je lui ai caché quelque chose. Bien sûr. Connaissez-vous un nommé Gaston Hurel, qui se faisait appeler aussi Bernard Vallier? Non. Et votre mari le connaissait-il? Je ne crois pas. Je n'ai jamais entendu ces deux noms. C'est l'homme qui a été retrouvé dans la voiture de votre mari. Un interdit de séjour, enfin. Un individu sans scrupules. Ah, ça simplifie les choses. Ah, vous trouvez? Il a dû être exécuté par des gens de son espèce qui l'ont mis dans n'importe quelle voiture pour s'en débarrasser. À moins que cet homme, vous croyant seul, se soit introduit chez vous, pour vous dévaliser, ou pour toute autre raison, et qu'il soit tombé sur votre cousin. Oui, mon cousin l'aurait assommé, et puis il aurait fait semblant de partir, serait revenu sur la pointe des pieds, aurait attendu le retour de mon mari pour installer le corps dans sa voiture et faire croire que c'était lui l'assassin, ce qui nous permettait de nous débarrasser au moins pendant quelque temps d'un mari gênant et de connaître un bonheur sans image. Pourquoi pas?
Très ingénieux, monsieur le commissaire. Vous avez beaucoup d'imagination. Je n'ai rien dit, c'est vous qui avez tout imaginé. Je suis désolée. Mon cousin est marié. Il a une jeune femme qu'il adore, 3 enfants. Et sa vieille cousine n'occupe plus ses rêves depuis longtemps. De mon côté, je ne suis pas de celles qui trompent leur mari. J'ai eu une très mauvaise éducation. Je suis vieux jeu. Je suis croyante. Et puis surtout, j'aime mon mari. Oui? Monsieur le commissaire, pouvez-vous venir un instant, s'il vous plaît? Excusez-moi, madame. Je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qu'on a trouvé chez Perrière dans la table de nuit. Les gants qu'il croyait avoir perdus? Oui, ça en a tout l'air. Oui, ces taches de sang sont assez fraîches. Elles remontent à peu près à 24 heures. Madame Perrière, reconnaissez-vous ces gants? Il me semble que ce sont ceux de mon mari. Lucas! Monsieur le commissaire? Lucas, vous restez ici. Je vais au magasin de M. Perrière. Que Trublin m'y rejoigne tout de suite. Monsieur Perrière, ce sont bien vos gants? Mais oui. Où les avez-vous retrouvés? Dans votre table de nuit. J'ai dû les jeter là sans faire attention. Ils ont l'air sales. Et ce sont des taches de sang. Assez fraîches, d'ailleurs. Mais alors... Bah vous voyez, monsieur le commissaire, j'avais raison. C'est bien moi qui ai tué cet homme. Mais comment? Puisque vous m'avez dit que de 1h à 2h30, j'étais dans ce cabaret de Montmartre. Vers 2 heures du matin, vous avez eu un malaise. Vous avez exigé qu'on vous laisse seul. Vous êtes enfermé une dizaine de minutes dans les toilettes. Alors supposons qu'en réalité, vous soyez sorti pour prendre de l'air. Vous avez rencontré Gaston Hurel, vous l'avez peut-être bousculé. Vous injuriez, menacé. Votre voiture était à côté. Vous avez pris votre marteau pour vous défendre. Et croyant simplement l'avoir étourdi, vous l'avez allongé sur votre banquette, enveloppé dans votre imperméable. Et vous êtes retourné boire. Et puis je l'ai oublié. Je vais être obligé de vous arrêter pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger de mort. Ah! Très bien, vous arrivez bien. Vous porterez ces gants au laboratoire pour examen des taches de sang. Bien, monsieur le Et commissaire. moi, j'emmène M. Perrière. J'avais toujours pensé que ça finirait comme ça, monsieur le commissaire. Je n'ai jamais eu de chance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de moi? Ça fait au moins 2 heures que j'attends dans ce couloir. Moi aussi, j'attends. Nous attendons tous. Est-ce que le juge va bientôt m'interroger? Sans doute. Mais vous n'êtes pas le seul. Il est débordé, le juge. Et le commissaire? Est-ce qu'il a terminé son rapport? Il s'en occupe. Ne vous tracassez pas, ne vous énervez pas. Vous avez fini, vous. Vous avez tué votre bonhomme. Maintenant, vous avez tout votre temps. Laissez les autres travailler. Dites-moi, homicide involontaire et non-assistance, qu'est-ce que je risque? Oh, ça dépend des avocats, du substitut, de l'humeur des jurés. Ça peut aller chercher dans les... Lucas. Monsieur le commissaire. Lucas. Amenez-le-moi. Allez, venez. Monsieur le commissaire vous demande. Asseyez-vous, Monsieur Perrier. Vous affirmez bien avoir tué, volontairement ou non, le nommé Gaston Hurel. Monsieur le commissaire, je ne peux rien affirmer, je ne me souviens de rien. Malheureusement, je crains qu'il y ait contre moi des preuves accablantes. L'instrument du crime a été retrouvé. Oui, le marteau qui était dans mon garage. Non? Non, un marteau exactement semblable qui porte des traces sanglantes et auquel sont collés quelques cheveux identifiés comme étant ceux de la victime. Et où l'a-t-on retrouvé? Près de la porte d'Orléans. Et non loin de l'endroit où avait été découvert le portefeuille. Donc Gaston Hurel a été attaqué, assommé, vers 2 heures, porte d'Orléans.
Il paraît impossible qu'en 10 minutes, vous ayez fait le trajet de Montmartre à la porte d'Orléans et retour. Mais mes gants pleins de sang, C'est du sang de bœuf. Le laboratoire est formel. d'où viendrait-il? C'est pas moi qui vous dirai, vous avez ramassé ça. En tout cas, pour en revenir à votre victime, il semble bien qu'il s'agisse d'un règlement de compte entre gens du milieu. Gaston Hurel a été exécuté porte d'Orléans. On l'a transporté jusqu'à Montmartre pour brouiller les pistes. Et on l'a acheté dans la première voiture qui se trouvait là. Alors, je ne suis plus accusé? Je dois vous signaler, monsieur Perrière, que jusqu'à présent, c'est vous-même qui vous êtes accusé. Je me demande vraiment pourquoi. Peut-être, comme dit ma femme, parce que je suis trop honnête, monsieur le commissaire. Maurice, c'est toi? Oui, c'est moi. Oh, mon chéri, ils t'ont relâché. Oui. Oh, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien à te reprocher. Oui. Ah, comme je suis heureuse. J'avais beau être sûre de toi, j'étais tellement inquiète. Et ils ont trouvé l'assassin? Pas encore. Mais tu avais raison, ça devait être un règlement de compte. Des truands se sont débarrassés de leur victime en l'achetant dans ma voiture. Donc tu es parfaitement innocent. J'en avais jamais douté. Seulement, tu vois, moi aussi j'ai eu raison d'avertir la police. Sinon, j'aurais toujours le remords d'avoir mal agi. C'est vrai. Scrupuleux comme tu l'es. Mon grand honnête homme. Mais plus de banquet des anciennes. Oh, non, non, plus jamais. Promis, juré. Monsieur, vous désirez? Monsieur Perrière, C'est moi. je désire vous parler. Ah, excusez-moi, monsieur. Si vous êtes représentant, je n'ai besoin de rien pour l'instant. Non, je voudrais vous parler personnellement d'une affaire qui vous touche de très près. Quelle affaire? Une affaire d'honnêteté. Pardon? Oui, ce magasin n'est peut-être pas un endroit très discret. Passons dans mon bureau. Très bien. Ah oui, ici nous serons bien mieux. De quoi s'agit-il, monsieur? D'abord, qui êtes-vous? Oh, vous ne me connaissez pas, mon nom ne vous dirait rien. Mais moi, je vous connais très bien. D'ailleurs, qui ne connaît l'honnête monsieur Perrière. Tous mes compliments, monsieur. À quel sujet? Bien joué. Bien joué. Ah ça, je dois reconnaître, admirablement joué. Je ne comprends pas. Ah si, c'est du beau travail. Chapeau. Monsieur, voudriez-vous expliquer? Oh, est-ce bien la peine? Expliquez-vous ou sortez. Ouais, excusez-moi, je ne savais pas que vous aviez si peu de mémoire. Eh bien, très ingénieuse votre idée, là, d'avoir donné rendez-vous à qui vous savez dans ce petit entrepôt de boucherie rue du Baigneur, là, juste à côté de la rue Colincourt. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Mais si, ce petit entrepôt actuellement vide, là où vous aviez garé votre voiture l'autre nuit vers 0h30 à 2 pas du cabaret l'Étoile d'Or. Monsieur, Ah, je vois que la mémoire semble vous revenir. parle-moi du monde. Comme c'est étrange. Et comme je suis heureux de pouvoir remplacer cette mémoire défaillante. Monsieur, où voulez-vous en venir? Mais tout simplement à vous rappeler que ça n'a été qu'un jeu d'enfant de faire un bond jusque-là vers 2 heures du matin et de donner un petit coup, là, sur la tête de qui vous savez, qui vous attendait en somnolant gentiment sur la banquette arrière. Vous ne dites plus rien? Je vous écoute. Vous m'intéressez beaucoup. Ah, j'en suis ravi. À 2h30, vous êtes sorti de l'Étoile d'Or, en jouant à l'homme ivre. Vous avez foncé vers la porte d'Orléans, vous avez jeté le marteau, le portefeuille. Vous vouliez vous débarrasser aussi du corps, mais vous avez vu apparaître une voiture de police. Vous vous êtes affolé, et vous êtes rentré chez vous à toute vitesse. C'est, je suppose, pendant le trajet que vous avez pensé que le meilleur moyen de vous tirer d'affaire était de laisser le corps dans votre voiture et de vous accuser.
avec une obstination d'honnête homme, troublé par l'alcool, d'un meurtre qui paraîtrait à tout le monde absolument invraisemblable. Voilà. Monsieur, c'est du roman feuilleton. Presque. Presque. Mais un roman vécu, si on peut dire. Car Gaston Hurel y a laissé sa peau. Quel motif aurais-je pu avoir de tuer ce personnage? Dois-je vous rappeler, honnête monsieur Perrière, comment le 28 janvier 1950, vous avez emprunté, je dis bien emprunté, 3 millions d'anciens francs dans le coffre d'un vieux rentier de la rue des Martyrs? Il n'y a jamais eu de plainte. Parce que ce bon vieillard est mort de saisissement le lendemain en constatant le vol. Mais Gaston Hurel, vous avez vu opérer. Malheureusement, la nuit suivante, il était pris dans une rafle et quand on l'a relâché quelques semaines plus tard, vous aviez déjà acheté votre magasin de bonnetterie avec les 3 millions. Et vous ne pouviez pas verser en une seule fois à ce cher garçon la part qu'il exigeait. Vous avez été obligé de lui faire une rente qu'il venait encaisser tous les mois. Et c'est pour éviter ces échéances ennuyeuses que l'autre nuit, vous avez supprimé l'encaisseur. Ne suis-je pas bien renseigné? Vous êtes de la police? Oh non! Oh là là non! J'ai horreur de l'administration. Non, je travaille dans le privé pour mon compte personnel. J'étais un grand ami de Gaston Hurel. Je suis en quelque sorte son exécuteur testamentaire. Que voulez-vous? Oh, continuez de vous protéger, en ne révélant pas à quoi vous devez d'être l'honnête commerçant que nous connaissons. En échange, pour honorer la mémoire de ce cher Gaston Hurel, et pour honorer mon silence, vous me verserez le double de ce que vous lui donniez chaque mois. Pierre Billard vous a présenté ce soir La Machination, un film radiophonique de Henri Kumnik, avec Bérangère Dautin, André Rébaz, Gaëtan Jor, Charles Charras et Henri Poirier. Chef opérateur du son, Robert Lavoignat. Collaboration technique, Jean Bernier. Bruitage, Joël Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.